Alors moi je vais y aller à la truelle, mais je suis un peu contrariée par ce que vient de dire Emmanuel, parce que si je caricature peut-être, mais j'ai l'impression que tu es en train de nous dire, il y a des acteurs, il y a des auteurs, il y a des éditeurs, il y a des libraires, c'est des métiers, ça existe depuis longtemps et ça ne va pas être mis en cause du jour au lendemain. Pour l'instant, tout ce dont on discute, c'est des contrats qui s'établissent entre eux. Et je suis désolée, mais on peut quand même aussi se dire que le numérique peut pulvériser les choses beaucoup plus violemment, puisqu'à la base, l'ensemble de la chaîne de production d'un texte, c'est la production, ça c'est en gros les auteurs, la validation, c'est, enfin le choix, la sélection, c'est en gros les éditeurs, la diffusion, la vente, c'est tout le secteur de la diffusion, les libraires, et puis le marketing, c'est encore du côté de l'éditeur. Ça pourrait se répartir tout à fait autrement. Il y a d'ailleurs beaucoup de discussions autour de ça. Peut-être que de nouveaux acteurs pourraient arriver, peut-être que des agents littéraires pourraient apparaître qui prendraient en charge, par exemple, j'imagine, la question du marketing et de la promotion. Peut-être que la validation, elle pourrait se faire par des collectifs d'auteurs. Alors là, je vais passer le micro à Yardan, parce que je suis sûre qu'il aurait bien des idées là-dessus. On va aller très vite, je voulais juste terminer par ça, mais bon, bah, du coup, je vais commencer. Je vais commencer par ça. Il y a une chose qui est assez étonnante. On sait à peu près sur le prix d'un livre, là où l'essentiel de l'argent passe, 55%, grosso modo, diffusion, distribution. Je ne veux plus... Et libraire Pardon, j'ai dit diffusion, distribution, je ne veux plus entendre le mot « mon ami libraire ». Le mec qui me dit ça aujourd'hui, je lui explique que quand mon ami libraire mange, invite tous ses potes et tout, moi je crève la dalle. Voilà. Et je crois que c'est le cas. Oui, je vends vachement bien, je ne crève pas la dalle. Je crois que c'est les libraires crèvent la dalle en ce moment aussi. Donc pardonne-moi. De quel libraire tu parles là? Les bons libraires, ce qu'on appelle les librairies de premier niveau, c'est-à-dire les librairies de qualité, celles qui font un travail, on va dire, donc, de mise en avant de la littérature. 300 ventes sur mes 120 000 exemplaires. Oui, et alors, est-ce que tu dois les sacrifier au motif qu'effectivement les écrivains ont... Avec plaisir, le jour où ces gens-là accepteront de comprendre que moi je crève la dalle, je comprendrai éventuellement que en chie. Pour le reste, petit détail anodin, on arrête toutes les conneries. Je me lève, là, voilà. Nous créons une maison d'édition numérique. Nous offrons 50% aux auteurs minimum. T'as des pommes de luxe, ça. Non, je vous emmerde tous. S'il vous plaît, par pitié, ne signez plus avec personne. Nous vous offrons cette possibilité de toucher 50% de droits. Ça sera sans DRM, ça sera à des prix très bas, parce que la seule façon de lutter contre le piratage, c'est de vendre très peu cher, donc grosso modo à la moitié du prix, non pas du poche, du prix du poche d'occasion, parce que c'est que du virtuel, hein. Et où quand même, voilà. Pour le reste, s'il y a encore des gens qui ont envie de jouer au capitaliste, c'est leur problème. Pour la première fois, nous, les auteurs, nous n'avons plus besoin de cette chaîne-là. Elle n'existe plus. On a effectivement peut-être besoin qu'il y ait des éditeurs avec un O, donc à l'anglo-saxonne, qui nous aident à retravailler nos textes, et on se fera un plaisir de les rémunérer. Mais alors, les publishers, quand ils veulent. On traite en direct avec Amazon, on traite en direct avec un certain nombre de gens, et apparemment pour moins cher que les éditeurs, ça j'aimerais comprendre. Peut-être que Stéphane peut m'expliquer pourquoi ça lui coûte 10% plus cher quand il signe un truc, alors que moi c'est non. Bah non, pas du tout, c'est 10% moins. T'es un meilleur négociateur que moi. Je suis un putain de négociateur, je suis surtout un putain de gauchiste à la con. Et je vous dis, c'est la première fois que les auteurs ont la possibilité de lutter à armes égales, de négocier à armes égales avec les éditeurs, et puis surtout de se débarrasser de cette chaîne merveilleuse constituée de gens dont on répétera le nom, Gallimard, Lagardère,
Je les aime beaucoup, hein, je les adore, pas Marion, tout ce que tu veux faire. Vous voulez que je vous cite ceux qui sont au-dessus aussi, parce que c'est amusant aussi. C'est fini. On fait ça. Maintenant, si vous avez envie de signer un avenant, il y a des auteurs dans la salle? Ouais, plein. Si vous avez envie de signer un avenant avec Gallimard, faites-vous plaisir. Mais n'allez pas râler par la suite sur les 15% qu'on touche. Et tu bouffes quoi avec 50% du prix d'occasion? Bonne question. Pardon? Tu bouffes quoi avec 50% du prix d'occasion? Tu bouffes quoi avec 7% d'un bouquin à 8 €? Mieux qu'avec 50%. Eh ben pas du tout, ça fait exactement la même somme. Eh si, malheureusement, je suis désolé. Je suis obligé... Alors, je veux le refaire. Mais toi peut-être, mais Hubert Tartampion. Mais je suis Tartampion, tu imagines? Non, mais non, t'es pas Tartampion. Bien sûr que je suis Tartampion. Tu veux que je te dise combien j'ai gagné cette année? Si tu veux, vas-y, c'est pas le problème. 11 500 €. Et tu crois que ça, c'est tous les auteurs? Je suis l'un des auteurs les plus vendus en France. Bien ça. J'ai dit l'un des. Bah, moi, je voudrais demander si... Tu te relèveras tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux bien, je voulais demander à Pierre si c'est une proposition qui le séduit. C'est-à-dire que, bon, je crois que tu as des relations fortes avec ton éditeur, tu as un partenariat de longue date avec lui. Pour l'instant, il te propose un contrat qui englobe des droits dérivés, des droits numériques. Tu as sans doute une marge de négociation. Est-ce que la proposition que fait Heyerdahl te paraît intéressante? Est-ce qu'elle met en péril ta relation actuelle avec ton éditeur? Et est-ce que c'est grave qu'elle la mette en péril? Tout d'abord, je ne travaille pas qu'avec des marchands d'armes. J'ai beaucoup de petits éditeurs qui ont la passion dans le métier. Je travaille avec La Talente, avec Le Diable Vauvert. C'est des petits éditeurs qui en chient aussi grave et qui rament pour essayer de vendre des livres, faire découvrir des auteurs et rémunérer correctement les auteurs. Donc bon, je me méfie aussi terriblement des discours idéalistes. Parce que je pense que l'idéal ne correspond pas au réel, tout simplement, c'est par définition. Et que ce que j'aimerais bien, moi, avoir, c'est une définition du réel numérique. Et comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que ça bouge en permanence, donc c'est difficile d'avoir une définition réelle du numérique. Et ça me paraît difficile de promettre quoi que ce soit dans le domaine du numérique à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il faille interrompre brutalement la chaîne du livre, papier, parce que de la même façon que la photo n'a pas remplacé la peinture, elle l'a modifiée. Je ne pense pas que le numérique remplacera à jamais le livre. Je pense que la chaîne du livre existera toujours, même si elle va probablement se modifier. Jean-Claude, si tu veux intervenir, après, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je n'ai aucune certitude en rien. Hein. Je vous livre un peu mes impressions parce que je suis comme vous. Mais je me méfie terriblement des certitudes. Je pense que les certitudes, ça conduit parfois à l'idéologie parfois au désastre. Donc, j'aimerais bien qu'on injecte un tout petit peu de réel dans cette réflexion. Et le réel, ça passe aussi, je pense, par une négociation avec les éditeurs. Je ne considère pas a priori les éditeurs comme mes ennemis, contrairement à Yann. Waouh, putain. Tu me permets d'intervenir 2 secondes? Non, oui, si tu veux, alors je finis. Comme je disais tout à l'heure, il y a des éditeurs avec qui, pour moi, ça s'est très très bien passé, qui ont accepté aussi de renégocier les contrats de papier. Donc, il n'y a pas que des ennemis du côté des éditeurs. Après, c'est à nous de choisir nos éditeurs aussi. On a une sorte de responsabilité dans le choix des éditeurs. L'esclave a toujours le choix du maître. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faut... Je n'ai pas dans mes relations d'auteur avec les éditeurs, je n'ai pas qu'une impression d'esclave et de maître. Il y a une relation d'adulte. Enfin, j'ai essayé, moi, de rééquilibrer, parce qu'effectivement, si en PNL, on parle de parents, adultes, enfants, et si la relation des éditeurs avec les auteurs était soudain une relation de parents-enfants, je pense que c'est à nous aussi de rééquilibrer ce qu'on avait essayé de faire avec le droit du cerf, je ne sais pas si tu te souviens. On avait essayé de... Oui, mais tout à fait. Il n'y a pas de contrat parent-enfant, hein. Un contrat c'est plutôt un mariage. Mais non, mais justement, c'était rééquilibrer les choses entre adultes, et je pense qu'on devrait, dans la numérique, rétablir cette relation d'adulte à adulte, à savoir, nous avons besoin de savoir ce que coûte exactement l'économie numérique,
Il y a des salaires qui sont dégagés pour l'économie numérique, il y a les plateformes qui coûtent de l'argent, il y a tout, tout doit être pris en compte pour savoir quelle est la rémunération juste d'un auteur, c'est tout. Et je suis d'accord avec Yann là-dessus, il n'y a pas de raison que les auteurs crèvent la dalle. Bon, et donc c'est à nous de rétablir, mais je ne pense pas qu'on puisse rétablir une relation d'adulte à adulte en balayant comme ça d'un coup de balai, en disant tous les éditeurs sont des monstres, la chaîne du livre est un truc absolument abominable. Voilà. Et donc on a aussi besoin de tous ces acteurs-là. Donc c'est le moment peut-être avec ce départ d'une nouvelle économie de tout remettre à plat et de discuter, parce que les auteurs ont aussi leur mot à dire et je pense que c'est là qu'on peut maintenant intervenir, quoi. Mais ceci dit, je suis prêt vraiment à écouter avec beaucoup d'attention la proposition numérique de l'IA, d'auteur et tout ça, même si encore une fois, je serais très vigilant à ne pas aller dans un idéalisme qui ne correspondrait à aucun réel. Parce que là, je pense qu'on se cassera la gueule très très rapidement. Vas-y, réagis. C'est une annonce que je ne voulais pas faire aux Imaginales, donc je l'ai faite. Maintenant, malheureusement, comme toujours, hein, il faudra qu'on fasse nos preuves, hein, ça va être bien. En tout cas, il y a un truc qui est super. Continuez à manger de la merde si ça vous intéresse. Mais je ne suis pas tout à fait persuadé que ce soit obligatoire. Pour la première fois, les auteurs ont la possibilité d'écarter le système capitaliste de la gestion de leurs droits. Ils le font ou ils ne le font pas. C'est leur problème. Oui, je vais donner la parole à la salle, je vois qu'il y a des questions. J'avais une question, mais à partir... Je vais attendre le micro. À partir du moment où on met un fichier sur Internet, il y a des possibilités de le pirater et de le republier sur Internet gratuitement. Il n'y a pas cette peur-là, parce que mettre un fichier papier, c'est dur de le pirater. À part avoir la imprimante qui fonctionne à plein régime. Vous pouvez photocopier. C'est une question ou un constat? C'est une question... Est-ce qu'il y a une possibilité de pirater? Oui, il y a une possibilité de pirater. Est-ce qu'il y a une loi contre le piratage? Oui, il y a une loi contre le piratage qui est plutôt mal faite. Voilà. Et la contrefaçon, on va dire, a toujours existé, elle a toujours été réprimée, et donc voilà. On va répondre de façon aussi simple, si je puis me permettre. Non, mais il y a des tas de systèmes techniques pour protéger les fichiers qui sont tous craquables à un moment ou à un autre sans avoir besoin d'être le hacker de l'année. Il y a quand même, on va dire, des méthodes pour protéger les fichiers assez basiques. Je pense que Brajlon le fait, ça m'étonnerait que tu vendes tes 21 000 fichiers, on va dire, sur un système de copyleft. Ah si. Derrière. Bah, formidable, tant mieux. Donc, Parce que ce que tu viens de dire, protéger contre le piratage, ça sert à rien, c'est mettre un cadenas sur une porte ouverte. Donc tout est déjà disponible. C'est-à-dire que quand un agent ou un ayant droit me dit mais vous allez protéger mon ouvrage, je dis bah, écoutez, allez sur Internet, il est déjà disponible. Et pourtant, je vais quand même essayer de le vendre. Enfin, le coup de génie de Steve Jobs, c'est ça. Tout est déjà disponible illégalement. En ce qui concerne la musique, je vais quand même vous la vendre et vous allez quand même l'acheter. Pour plein de raisons, parce que vous n'allez pas vous faire chier, du coup vous n'allez pas être illégal dans l'égalité, etc. Donc nous, autant que faire se peut, moi je ne mets aucune protection sur les ouvrages. Ça paraît sage. On pourrait quand même tirer quelques enseignements de ce qui s'est passé dans le secteur de la musique, même si on n'est pas tout à fait dans le même domaine. Dans le secteur de la musique, on a eu du téléchargement illégal massif, mais c'était peut-être pas par une volonté de piratage ou d'être malhonnête, c'est tout simplement parce que l'offre illégale non organisée, non commerciale, était beaucoup plus riche et souvent de bien meilleure qualité que l'offre légale. On pouvait se la procurer plus facilement, on l'avait avec une meilleure résolution, une meilleure qualité. Il y a un petit risque, je ne sais pas, je suis désolée Stéphane, je n'ai pas regardé quelle était la qualité, le format, la forme de l'offre numérique de Brajlon, mais par contre, ce que je sais, sans rien savoir sur la manière dont vous avez organisé la vôtre, c'est qu'il y a à l'heure actuelle un certain nombre d'éditeurs qui n'ont pas forcément toutes les compétences, toute la culture technologique qui leur permettrait de faire ça correctement, ou même de trouver les bons prestataires à qui ils pourraient le confier. À côté de ça,
Il y a en particulier chez les auteurs des gens qui sont très investis, très informés et qui seront capables de faire quelque chose sans DRM en format libre, comme tu le fais déjà, et bravo de le faire comme ça, mais avec une vraie réflexion sur comment valoriser cette œuvre numérique. Donc la question, elle est là aussi, elle est dans la qualité de ce qu'on sera capable de proposer. Quelques points là-dessus. Alors déjà, je ne suis pas un escroc, je ne suis pas un marchand d'armes, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un violeur, je mets juste à la disposition de lecteurs des livres que j'aime. Sympathique. Pour l'avocat que je suis. Oui, on a un passif, Pierre, on a un passif. Non, ce que je veux dire, c'est que non, il y a deux très bonnes questions dans ce que tu viens de dire. La première, le rapport avec la musique est tout à fait intéressant, c'est-à-dire avoir une offre légale et professionnelle qui permette de dissuader de recourir au piratage. C'est en effet un premier enjeu majeur. Donc en effet, quand je dis qu'on a 2 personnes à plein temps chez nous qui travaillent là-dessus, ça veut dire ça. Ça veut dire une fabricante dont c'est le métier et qui vérifie les EPUB, change de prestataire, les corrige, etc., etc. Donc c'est évidemment un aspect vachement important. La grosse différence avec la musique, c'est notamment la question de la traduction du texte. C'est que la musique et la vidéo, il n'y a pas besoin de la traduire. Le texte, si vous voulez lire du français, eh bien, il faudra bien recourir à un texte en français. Donc vous ne pourrez pas, si vous procurez un ouvrage illégalement mis à disposition en anglais et que vous ne lisez pas l'anglais, ça ne vous sert à rien. Bon. C'est loin d'être anodin, parce que nous sommes heureusement dans un pays où il y a beaucoup d'ouvrages traduits de langues étrangères, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, par exemple. Et donc ça fait une différence, et donc ça limite la circulation illégale. Bon. Voilà, c'est les deux points essentiels sur lesquels... Non, c'était une troisième question ? Non. Pierre, un mot sur la diffusion des œuvres. Des questions, d'accord. Oh, vous dépassez pas, j'ai la voix qui porte. Oui, mais ça n'enregistre pas s'il n'y a pas de micro. Tout est enregistré, nonobstant l'absence d'autorisation. Je voulais répondre à Yal et aller dans son sens d'ailleurs. Moi, je publie chez ces grands groupes-là et j'ai reçu les fameux avenants qui sont stupéfiants. Rien n'est décrit, on propose 10% de... non, c'est pas trop quoi, parce que la TVA n'est pas la même, etc. Donc c'est vrai que j'ai refusé, j'ai dit non. Alors, quand je l'entends parler de cette expérience jolie, qui me rappelle en son temps celle des humanoïdes associés, qui s'est malheureusement soldée, comme on connaît, comme on le sait, mais parce qu'il y avait cette question de diffusion-distribution. Voilà, a priori, il y a une petite flamme anarchiste qui doit demeurer en moi et qui me dit allez, pourquoi pas tenter cette aventure. La deuxième chose qui n'a pas été abordée, c'est que si je dis non aussi à mes éditeurs, c'est bon, pour des raisons que je viens d'évoquer, mais pas seulement. Je pense aussi que le livre numérique donne l'occasion d'un autre livre, et d'un livre enrichi, donne l'occasion de repenser son livre, de ne pas faire simplement de la copie, voilà, ce qui était en papier devient en papier numérique, ou en encre numérique, ou en papier électronique, voilà. Je crois que c'est un vrai défi pour les auteurs, c'est un vrai défi de créativité aussi, que de penser cette nouvelle forme, de la même manière, je crois que c'est Pierre qui dit ça, de la même manière que quand on est passé du volumen au codex, on a repensé les choses, voilà. Et ça, c'est rarement abordé, mais je crois que nous, auteurs, on a évidemment cette possibilité de devenir nos propres éditeurs, mais aussi pour repenser nos livres, les enrichir, donner d'autres formes, etc. Voilà. Alors, je ne suis pas non plus contre, il y a aussi des éditeurs, et je ne dis pas que les miens sont malhonnêtes, mais ce que je reçois ne m'intéresse pas. Y a-t-il un éditeur honnête dans la salle? Qui veut répondre à la question de Marie-Charlotte? Pas à côté de toi. Il n'est pas dans la salle, mais il est assis à la table. Qui veut répondre à la question C'est pas parce sur que je la suis là que je suis valorisation? plus honnête que les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec un livre numérique qu'on ne pouvait pas faire avec un livre papier? En effet, c'est un point très intéressant qui, je dois le dire, enfin ça fait écho un peu à ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure, dépasse un peu les éditeurs quand ils n'ont aucune compétence technique et technologique. Par contre, imaginer des choses, c'est formidable. Par exemple, très concrètement, dans le domaine du livre pour enfants, du livre illustré, c'est tout à fait fascinant. Il y a vraiment des ouvrages de très grande qualité, enfin qui sont vraiment
qui relèvent d'un artisanat différent, parce que c'est de l'image animée, mais, ou du flash, de la programmation, ce que vous voulez, mais plein de possibilités hyper pédagogiques, super sympas, avec de la chanson, des textes, etc. Des textes lus, il y a des applications sur iPad, iPhone, où la maman peut enregistrer sa voix et c'est elle qui va raconter l'histoire des petits cochons, etc. Enfin, bon, c'est vraiment super bien fait. Et aussi, ça compense des questions de coût énormes, parce que c'est très très cher le livre illustré, l'impression couleur. Bon, voilà, le papier, c'est 50% du prix du livre. Donc, une fois qu'on a éliminé ces 50%, il en reste quand même 50% à payer, qui ne coûte pas rien. Mais en effet, c'est un gain très important. Mais le fait d'imaginer ce qu'on peut faire aujourd'hui, en gros, l'idée d'un livre de zéro, 2.0, un livre qui inclurait, sous une forme complètement différente, qui n'est pas celle du livre dont on a l'habitude, mais des possibilités supplémentaires de vidéo, de musique, etc., est tout à fait fascinante. Ceci dit, je dois dire qu'en particulier dans le domaine de la traduction, c'est-à-dire dans des ouvrages qui sont achetés à des ayants droit, en grande majorité anglo-saxons, ce n'est pour l'instant pas possible parce qu'ils refusent qu'on le fasse. C'est-à-dire ils refusent, et en effet c'est un droit de l'auteur, de refuser qu'il y ait une agrémentation, un ajout, qui est donc forcément une modification de l'œuvre originale avec des illustrations, avec des notes, etc., etc. Ça pose un deuxième problème pour eux que je veux bien comprendre, c'est qu'ils sont obligés de valider tout ça. Donc quand l'agent de Ken Follett me dit les Allemands veulent faire les piliers de la Terre avec toute une encyclopédie sur les cathédrales et compagnie et un documentaire de 6 heures, moi je ne vais pas pouvoir m'amuser à visionner et valider un bouquin les éditions enrichies d'un bouquin qui est traduit en 35 langues, etc. Donc ça veut dire embaucher des gens pour le faire. Et là encore, je suis désolé, c'est aussi un problème purement financier, c'est qu'on serait ravis de le faire, mais on ne peut pas vous y autoriser, me dit l'agent. C'est pas moi qui ai fait mais on ne peut pas autoriser les éditeurs à le faire parce qu'on n'a pour l'instant pas les moyens de répondre à cette demande. Donc on peut tout à fait imaginer, en attendant, d'avoir un marché qui permettra de soutenir financièrement ce genre d'initiative. L'édition pour enfants est un excellent exemple parce que je reçois en ce moment régulièrement des publicités ou des informations d'auteurs pour la jeunesse que je connais et qui sont en train de monter leur propre maison d'édition pour créer des livres enrichis, pour créer d'autres formes complètement nouvelles, novatrices par rapport aux enfants, aux iPads, etc. Bon, une toute dernière question, mais très courte. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Hein. Mais nous sommes en ce moment, en ce temps, en ce lieu, dans le cas particulier où le numérique arrive, mais n'est pas encore complètement implanté, donc où on a grosso modo 20 ans de livres dont beaucoup d'auteurs ont récupéré les droits, qui sont entre guillemets prêts à être numérisés de par l'auteur lui-même. Cette masse-là, dans 5 ans, elle aura disparu parce que c'est un pétrole qui va être exploité par tous les gens qui le pourront. Mais là, maintenant, on a cette masse qui nous permet peut-être, en l'utilisant bien, de faire avancer les choses dans le bon sens. C'est parce qu'on a ça qu'on peut se poser la question de se dire, tiens, il y a peut-être un projet trouvé. Faut que tu conclues. Je dis le mot de la fin. Merci Jean-Claude. C'était effectivement une très belle fin pour cette table ronde. Donc je remercie tous les participants qui ont bien joué le jeu.